qui nous a envoyé un message. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Donc, merci déjà à tous les participants qui sont déjà présents. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la matinée. Venez avec un café, un thé, un chocolat, un jus, que sais-je. Donc, le but ce matin, c'est vraiment d'avoir un moment d'échange convivial avec nos guests sur la thématique de la EdTech. Donc, en introduction, je vais peut-être vous resituer un peu ce projet, dans quoi il s'inscrit. Donc, on est des étudiants de l'EM Lyon Business School dans le track Transforming Early Makers, donc qui est un track à l'EM Lyon, un track entrepreneurial qui est organisé par Stéphane Delmont, que je salue d'ailleurs s'il est présent sur le webinaire. Et donc, thème, donc Transforming Early Makers pour les plus aguerris, c'est un programme entrepreneurial dans lequel on est 311 participants, 311 étudiants de différents masters spécialisés, où nous sommes challengés sur vingtaine différents. Donc, je vous laisse deviner le nôtre, ça va être autour de la EdTech, et dans lequel on va être amené vraiment à essayer de disrupter les business models actuels pour trouver des solutions innovantes. Donc, je vais présenter Anas Eridaoui, donc, qui est le co-animateur avec moi ce matin, donc, qui est étudiant aussi au sein de l'EM Lyon, et moi-même, Théo Geniès, donc, qui va animer, on va dire, ce webinaire. Donc, on a organisé ce webinaire sur la problématique. Le but, c'était vraiment de pouvoir discuter avec des experts du domaine. On voulait avoir des retours d'expérience et pouvoir partager justement avec les personnes curieuses et intéressées comme vous tous, je suppose, qui se connectent depuis ce matin, pour en apprendre davantage sur le monde de la tech, peut-être pour certains découvrir ce terme qui est peut-être inconnu encore à vos yeux, de l'éducation et du numérique plus en général. Donc, je propose de commencer par introduire nos guests. Donc, on va laisser Anas présenter Stéphanie dans un premier temps. Ouais, je vous propose déjà de découvrir dans ce webinaire. On laissera la parole à nos guests pour qu'ils se présentent plus en détail. Mais déjà, merci à tous les trois d'être là et merci à Stéphanie qui, en très rapide, si je devais un peu dire l'introduire, ce serait Stéphanie, elle est déjà, comme vous le voyez ici, fondatrice et CEO de We Impact World. Elle est aussi host d'un podcast qui allie économie et écologie pour n'en faire qu'un et pour répondre à toutes les problématiques autour de ça. Elle fait aussi membre de plusieurs groupes du réseau des experts du World Economic Forum, de Women in Tech et de Women in Innovation. Voilà globalement, mais après, bien sûr, je suis loin d'être exhaustif et puis je laisserai Stéphanie en dire plus. Par la suite. En tout cas, merci Stéphanie de nous avoir rejoints ce matin. Moi, je vais présenter, merci à vous. Super. Je vais introduire rapidement Louis. Donc Louis, qui est consultant, enseignant et formateur indépendant. Donc enseignement dans la culture du numérique, notamment à Illery ou l'ISCOM Lyon. Il est consultant notamment et formateur indépendant en éducation et en culture du numérique. Donc c'est pour ça qu'on pensait qu'il était tout à fait légitime de lui proposer de rejoindre ce webinaire. Et il est membre de Le Mouton Numérique, donc je lui laisserai se présenter plus en détail par la suite. Mais en tout cas, merci Louis de nous avoir rejoints et de participer ce matin au webinaire. Merci à vous. Et enfin, je vais présenter donc Ilyas El Gabli, donc, qui nous fait honneur ce matin, que j'ai réussi que j'ai sollicité et qui nous a rejoint, donc qui est membre de Tech for Goods, qui était membre de EdTech France et Les Déterminés, et il est fondateur et CEO de Trouve ton prof, donc une startup dans la EdTech, où là, c'est vraiment une plateforme de mise en relation des profs et des élèves pour du soutien scolaire. Mais je laisserai Ilyas se présenter plus en détail par la suite. Merci Ilyas en tout cas d'être présent ce matin. De rien, avec plaisir. Alors je vais laisser Anas passer la slide suivante, qu'on puisse présenter rapidement l'agenda du jour. On a une matinée qui va être relativement timée. On n'a qu'1h30 malheureusement pour aborder un sujet qui est assez global. Et je suppose nos intervenants ont beaucoup de choses à nous apporter et à nous dire. Et je suis sûr que vous êtes tous curieux d'en apprendre plein. Donc, on va faire au maximum pour brosser justement tous ces sujets. Donc, les thématiques qu'on aimerait bien aborder sont un état des lieux de l'éducation, des systèmes mis en place du numérique et de l'éducation. Donc, Stéphanie brossera justement ces premiers sujets
avec justement des interventions de nos autres guests, donc Louis et Ilias, en fonction de leur expérience et de leur vision. On aimerait bien pouvoir vous faire comprendre ce qu'est la EdTech dans son ensemble et pouvoir avoir des discussions et des avis de nos différents guests. Ensuite, essayer de pouvoir aborder les problèmes, notamment liés aux inégalités face au numérique, peut-être la fracture du numérique ou d'autres problématiques qu'on essaiera de traiter par la suite. Et enfin, pouvoir discuter avec nos guests des perspectives, une vision plus large, peut-être la notion globale d'éducation par le numérique au sens large, au-delà de juste l'apprentissage. Donc voilà l'ambitieux programme de ce matin en 1 h 30. Donc après avoir brossé ces principaux thèmes, on va essayer de s'accorder quelques minutes pour pouvoir vous présenter notre projet à nous. Donc vraiment essayer de vous faire une petite surprise à la fin, un petit happening pour vous garder. Et justement, je vous laisserai partir manger quand le webinaire sera fini, promis. Donc, n'oubliez pas à tous ceux qui participent que via l'onglet questions-réponses que je vois en bas, que vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez nous interpeller directement dans le chat, donc soit poser des questions directement aux intervenants, soit à tous les conférenciers. Le but, c'est vraiment de faire un échange non scolaire. Donc, ça sera un peu le comble pour une équipe qui organise un projet ludique autour de l'éducation que de faire une présentation webinaire un peu ennuyeuse. Donc, le but, c'est vraiment que tout le monde participe et qu'on puisse avoir un échange construit. Donc, maintenant, je propose qu'on laisse nos intervenants, nos guests, se présenter plus en détail. Et je vais laisser Stéphanie commencer. Le but, c'est de se présenter voilà, en quelques minutes vos parcours. Et puis, pour pouvoir attaquer ensuite le plat principal. Merci. Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, je vais faire assez court. En fait, moi, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie du luxe à des postes d'abord en communication et puis j'ai très rapidement bifurqué sur le marketing digital et le e-commerce, donc surtout à l'international et puis un tout petit peu en France. Mon point a été, enfin, l'une de mes missions principales a été de déployer les plateformes e-commerce pour un grand groupe de luxe, donc ce qui incluait toute l'architecture et l'organisation pour pouvoir déployer ce genre de grands projets. Donc pour le marché américain, pour le marché européen et chinois. Et puis après 15 ans dans cette industrie, voilà, à essayer de transformer digitalement on va dire, ces mammouths. J'ai décidé en fait de quitter et de partir faire 2 ans de tour du monde en famille, ce qui m'a donné l'opportunité de découvrir plein de systèmes éducatifs différents et j'en reparlerai. Et puis de retour en Europe, j'ai fondé donc The Families, qui est une plateforme de voyage d'un nouveau genre, puisqu'on est destiné à proposer des voyages expérientiels et ludopédagogiques pour les enfants et pour les familles. Et puis, depuis avril, j'ai fondé WeImpact.world et j'aurai l'occasion également un peu plus tard de vous en parler. Super Stéphanie, je te remercie. Très, très clair en tout cas. Et puis on reviendra sur justement cette expérience, ces voyages qui t'ont permis de découvrir des systèmes éducatifs divers et variés. Je pense que ça permettra de faire une très belle introduction à notre sujet. Merci beaucoup. Je vais laisser Louis se présenter également. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors pareil, je vais essayer de faire court, donc d'autant que j'ai moins d'expérience que Stéphanie. Mais moi, j'ai commencé, donc je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, par une école de commerce, hein, donc je connais la maison. J'ai commencé par une entrée, là aussi, web marketing, et je suis arrivé en fait un peu par hasard dans l'écosystème des startups EdTech, en travaillant pendant 6 ans dans 2 d'entre elles, autour de questions liées à l'éducation aux médias et à l'information et de la culture numérique déjà à l'époque. Et en fait,
assez rapidement, j'ai basculé du côté plus de l'éducation, du contenu, que sur le fait d'être sur le marketing et sur le business développement qui était mon démarrage académique. Et donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 2 ans. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne encore des structures qui font partie de cette EdTech. Je donne des cours, comme Théo le disait, et je monte des projets aussi autour de soit l'éducation, soit la culture numérique, soit les deux. Voilà, Super. je fais cours aussi. Le parcours du coup intéressant pour pouvoir discuter ce matin. Je suis content de t'avoir invité, Louis. Merci beaucoup. Et du coup, je vais laisser Ilias conclure cette petite présentation. À toi, Ilias. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas Théo pour l'invitation. Très content de pouvoir échanger ce matin et en tout cas avoir un moment de partage. C'est toujours enrichissant. Donc, moi, c'est Elias Elgabli. Je suis l'un des cofondateurs de Trouve ton prof. Donc, initialement, moi, je suis ingénieur de formation universitaire, donc de la Sorbonne. Donc, moi, ça fait pas longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Donc, on peut se comprendre du coup très rapidement. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas sur mon parcours. J'ai bossé 2 ans chez Safran en tant qu'ingénieur concepteur mécanique, donc rien à voir dans le cadre de l'éducation. Mais en parallèle, moi, j'avais monté une association pour les jeunes en décrochage scolaire. Donc, j'ai beaucoup bossé dans l'associatif et j'ai beaucoup donné de cours particuliers. Donc, je suis issu d'une famille de profs. Donc, j'ai mon père qui est prof et j'ai 3 de mes oncles qui sont profs. Et en fait, je suis parti d'un constat très simple aujourd'hui, c'est que le modèle actuel d'éducation, il essaye en tout cas de transmettre un bagage culturel et académique à tous de façon égale, mais en réalité, ça demande un accompagnement vraiment sur mesure et adapté, et que l'origine sociale joue à l'ordre 1 et que en fait, l'éducation, elle n'est pas, en fait, elle est pas dispensée de manière égale aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé du coup de créer Trouve ton prof, qui est une plateforme de soutien scolaire qui a pour but, ou en tout cas pour ambition, de rendre le savoir accessible au plus grand nombre, et qui met en relation des personnes qui sont capables de donner des cours particuliers et celles qui recherchent un soutien. Et avec le point vraiment différenciant, c'est une accessibilité financière, avec des cours au maximum à 20 € de l'heure, ce qui est déjà un budget pour un certain nombre de familles. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Ilias. C'est très clair et je pense qu'on pourra reparler justement de tes expériences peut-être associatives et de ces fractures par la suite dans la partie qu'on voulait aborder sur les différentes inégalités peut-être qu'on pourra retrouver notamment dans le numérique. Et donc du coup, pour rebondir rapidement sur ce que nous a présenté Stéphanie de son parcours, je pense qu'il serait intéressant qu'elle nous présente justement ces systèmes éducatifs qu'elle a pu expérimenter lors de ses voyages. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous en parler un petit peu et puis on laissera Louis et Ilias rebondir ou en tout cas partager d'autres expériences et discuter un petit peu autour de ces systèmes d'éducation et de l'éducation en général. Oui, tout à fait, Théo. En fait, je pense que ce qui est très important sur cette question de la tech, c'est qu'avant de parler tech, il faut parler aide, donc il faut parler éducation. Et pour faire un peu un état des lieux de ce qui existe et des différents modèles qui existent, je pense qu'en partant de cette analyse-là, ça permet d'identifier des problématiques auxquelles la tech va pouvoir répondre. Alors, en totalité ou en partie, et c'est tout le sujet de ce webinaire ce matin. Pour ma part, en fait, il s'avère que quand j'ai quitté ma première vie de manager, j'ai, dans le cadre de ce voyage, été amenée à du coup devenir enseignante pour mes enfants pendant ces 2 ans. Et en fait, le principe même de ce voyage était lié à l'éducation, puisque c'est un élément qui est pour moi fondamental et qui l'est encore plus aujourd'hui. Et on va le voir en fait, parce que ça ne concerne pas seulement, contrairement à ce que l'on peut penser, ça ne concerne pas seulement les enfants. On va être tous amenés à devoir retourner sur les bancs de l'école pour ceux qui ne sont pas dans une logique d'apprentissage continu, qu'on appelle en anglais les long life learners.
Donc ça, c'est un point fondamental et on va le voir pourquoi. Et on va voir pourquoi ce sujet de l'éducation est absolument stratégique, non seulement à titre individuel, mais également à l'échelle de l'économie. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'au regard de différents profils des intervenants, on couvre en fait tous les aspects qui ont une interaction en fait avec ce sujet de l'éducation. Pour ma part, en fait, j'ai testé un certain nombre en fait de systèmes éducatifs. Donc, bien évidemment, le système éducatif français, et je pense qu'on est principalement aujourd'hui, voilà, on connaît pour la plupart ce système-là. J'ai également eu l'occasion de découvrir, puisque moi je suis à la frontière genevoise, donc je suis proche en fait de la Suisse, également pu découvrir le système suisse, qui est un système où l'apprentissage et la valorisation de tout ce qui est lié au manuel est beaucoup plus fort et beaucoup mieux valorisé que ce qui existe en France, par exemple. Durant le voyage, j'ai pu découvrir un système éducatif différent qui est assez similaire entre l'Asie et l'Afrique, qui est le système qui est lié à la répétition. Beaucoup de choses se font à l'oral. Si on regarde les modèles éducatifs en Afrique, dans la mesure où ils sont dépourvus d'outils, de cahiers, simplement de stylos, tout se fait beaucoup par l'oral. Et donc, la seule manière d'ancrer l'apprentissage et le savoir, c'est par la répétition. J'ai également pu du coup découvrir et visiter et permettre à mes enfants de suivre des cours dans des écoles du système anglo-saxon. Et là, ce qui est intéressant en fait dans ce système-là, c'est qu'on est dans une approche de valorisation des intelligences multiples. Donc, les intelligences multiples, c'est le résultat en fait de travaux d'Howard Gardner que je vous invite à découvrir, qui met en exergue le fait qu'on n'a pas deux intelligences, qui est vraiment le système sur lequel, enfin, qui est vraiment le principe sur lequel le système éducatif français se base. C'est-à-dire que selon le système éducatif français, nous n'avons que deux intelligences, qui est l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique, donc tout ce qui se rapporte en fait au français et à la langue. Alors que, en fait, les travaux de Howard Gardner mettent en exergue le fait qu'on a on a au total 8 intelligences, et que le système éducatif anglo-saxon va du coup chercher à valoriser quelles sont les compétences de l'enfant qui vont lui permettre d'être bon dans un domaine. Ce qui est important dans le système éducatif anglo-saxon, c'est de développer la confiance en soi et un certain nombre de soft skills. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour après, pour l'âge adulte. Dans le système éducatif anglo-saxon, il y a également le développement de l'interaction avec les autres, avec notamment la prise de parole en public. Ça, c'est un point qui, à mon sens, aujourd'hui, fait grandement défaut dans le système éducatif français, dans le sens où, dès le plus jeune âge, donc en Australie notamment, les enfants apprennent à prendre la parole, à se confronter au jugement de l'autre et à développer leurs convictions et leur point de vue par la prise de parole. Et ça, c'est un élément qui m'a semblé extrêmement intéressant et enrichissant, tant d'un point de vue de l'enfant que dans les besoins qu'il aura plus tard. Dans le cadre de ce voyage, j'ai également testé l'IEF, l'instruction en famille, qui est un modèle extrêmement intéressant qui peut paraître, notamment par rapport à ce système très normatif français, qui peut paraître en décrochage par rapport à des modèles sociétals. Et pour autant, moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que ça permet de tester d'autres types d'apprentissage. J'ai également testé les méthodes Montessori, le world schooling. Alors, qu'est-ce que le world schooling? Le world schooling, c'est apprendre en voyageant. Et ça, alors j'en suis absolument convaincue puisque je l'ai testé pendant 2 ans, mais c'est comment combiner la notion de développement de savoir et de connaissance par l'utilisation de son environnement. Et puis, dernier apprentissage ou dernier système testé pour ma part, le CNED, donc, qui est un système en ligne qui a été créé en fait par le ministère de l'Éducation,
qui a vocation à pouvoir en fait transmettre tout ce qui se fait à l'école, mais au travers d'une plateforme aujourd'hui en ligne. Alors, l'intention est bonne, l'exécution est clairement à améliorer. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'appliquer quelque chose qui se fait à l'école dans un cadre avec un professeur par en fait ou via une plateforme en ligne et du coup voilà, ça manque cruellement d'interaction, d'intégration des possibilités numériques. Ce qui est intéressant avec cette analyse, c'est qu'en identifiant et en analysant chacun de ces systèmes, il n'y a aucun système qui est parfait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher à droite et à gauche, dans l'ensemble de ces différents systèmes, les bonnes pratiques et du coup de nourrir nos projets EdTech pour en développer de nouveaux systèmes ou de nouvelles solutions qui permettent de répondre et de compenser les lacunes de ces différents systèmes. Introduction très claire. Est-ce que Louis ou Ilias, vous voulez rebondir dessus? Justement, peut-être pour vous aider là-dessus, Stéphanie, tu as très bien décrit, c'est pas mal, merci. Et est-ce que ce serait peut-être bien, je pense que Louis et Ilias, vous répondez bien avec peut-être vos solutions ou votre expérience à ces lacunes justement que met en avant Stéphanie. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez des choses Ouais, bah déjà, c'est très clair. Merci Stéphanie. C'est vrai que, en tout cas, moi, je connais surtout le système éducatif français. J'ai pas eu l'opportunité, en tout cas, de pouvoir en découvrir d'autres. Donc, c'est vrai que le système éducatif français, aujourd'hui, on pointe beaucoup ses lacunes, mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages aussi. Mais la principale problématique bah, qu'on peut noter, et ça à travers différentes études, bah, en fait, on voit que la France, elle est championne d'Europe de cours particuliers. Donc, et ça aussi, c'est ce qui dénote d'une culture assez élitiste. On est toujours du coup dans la compétition, dans les concours, dans les contrôles. Et de surcroît, c'est ce qui fait exploser du coup la demande de cours particuliers. Et en fait, il y a le programme international pour le suivi des acquis, donc PISA, qui en 2019 a réitéré une nouvelle étude et qui est menée aussi par l'OCDE, donc l'Organisation des coopératives et développement économique, qui évalue en fait depuis 2001 à peu près 600 000 élèves sur 79 pays. Et en fait, les élèves, ils passent un test qui mesure donc, les performances de compréhension écrite en mathématiques et en sciences. Et on remarque que la France, elle se positionne en 23e position, donc loin derrière la Chine. Et que la France, surtout, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on s'inscrit avec Trouve ton prof, c'est qu'elle se distingue par une inégalité d'accès à l'éducation qui reste parmi les plus élevées du monde. Et en France, c'est le niveau social qui explique le niveau scolaire selon l'OCDE. Donc, en tout cas, cet écart de 118 points contre 98 points en moyenne dans l'OCDE. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette composante sociale parce que on parle beaucoup du numérique et de toutes les composantes du numérique et tous les, comment dire, les référentiels, on parle de beaucoup de méthodologies, etc. Mais tout ça aujourd'hui n'est pas accessible à un certain nombre. Et en tout cas, c'est avec Trouve ton prof aujourd'hui qu'on essaye de gommer ces inégalités en essayant de trouver des solutions et de réfléchir à des solutions vraiment de mise en relation. Et on se rend compte en étant sur le terrain que malgré tout ce qu'on peut mettre en place, bah, ça reste encore très compliqué et très difficile d'y avoir accès. Et je pense qu'il faut commencer à travailler sur du local et essayer de voir comment est-ce qu'avec les solutions qu'on a aujourd'hui, d'atteindre directement ce type de population. Donc voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et par rapport à ce que Stéphanie disait, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Voilà. Merci Ilias pour ton retour. Je peux réagir? Bien sûr, Louis. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup Stéphanie, effectivement, c'était vraiment très très clair. Donc, bah, j'ai un peu comparé les systèmes internationaux. Il y a quelques études qui existent
qui sont intéressantes. Donc, quand on veut s'y pencher, et globalement, je suis complètement en phase avec la conclusion qui est que aucun système n'est parfait, que les systèmes sont très, très liés aux histoires aussi de chaque pays. Je vais rebondir sur l'indicateur PISA. Ce qu'il faut savoir avec PISA, c'est que c'est un indicateur qui est opéré par l'OCDE et qui, comme tout indicateur, hein, donc ce n'est pas une critique de PISA, hein, mais il faut savoir que chaque indicateur, il est politique en fait. C'est-à-dire que la manière dont on évalue est dictée par des réflexions politiques. Et en l'occurrence, je trouve ça intéressant justement par rapport à ce que Stéphanie nous disait sur les intelligences multiples, que PISA, très spécifiquement, n'évalue que les compétences en français et en maths, en gros. Et pas du tout la citoyenneté, l'esprit critique, le niveau de compréhension et de résolution de problèmes complexes, qui sont pourtant de plus en plus reconnus comme étant des compétences du XXIe siècle. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que quand on prend PISA, si on veut en gros être bien classé, on bourre le crâne de ses élèves. Et c'est un peu ce qui est fait à Singapour et en Corée du Sud et en Chine. Ce n'est pas exactement des pays où on cherche à promouvoir l'esprit critique. Vous voyez? Et donc là, PISA, c'est au top. Et si on évaluait un peu plus l'esprit critique, la liberté d'expression, ce genre de choses, et peut-être même une certaine fougue de manifestation, nous serions en France certainement mieux classés. Donc voilà, les indicateurs eux-mêmes ne sont pas parfaits. Ils nous permettent de voir une partie de la situation. Hein, et Ilias, je suis complètement d'accord, ça montre bien qu'en France, on a un problème de résorption des inégalités. Ça, je pense qu'on pourra y revenir. Mais c'est un indicateur. Et après, la deuxième chose que en réaction, je voulais dire, c'était que, en fait, la problématique de tous les systèmes éducatifs, et c'est encore un peu plus vrai en France, c'est en fait la démocratisation, ce qu'on appelle parfois même la massification. Il faut bien réaliser que le fait que l'éducation soit accessible à tous et toutes, je le précise pour les femmes, c'est très récent. Avant la Première Guerre mondiale, le pourcentage de personnes qui avaient une éducation même correcte était très très limité. Et un siècle auparavant, même dans les familles nobles, le fait de savoir lire et écrire était très rare. On comptait beaucoup sur le clergé. Donc il y a une histoire là aussi, on ne va pas revenir dessus. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, ce qui rend l'éducation compliquée, c'est aussi à un moment de décider de la massifier à toute une population. Et là, on va arriver, je pense, pareil dans le cours de notre discussion, sur le fait de comment on fait pour adapter les apprentissages quand on a une classe de 30 élèves qui fonctionnent tous différemment. Comment on fait alors qu'il y a 100 ans, quand on faisait cours à une élite qui était très homogène. Et donc, il y a parfois un piège dans l'observation de certains systèmes, qui est que ces systèmes sont homogènes. C'est-à-dire que les écoles Montessori, par exemple, sont très homogènes parce que ce sont des écoles privées qui sont donc payantes pour la quasi-totalité d'entre elles. Et donc, il y a une barrière à l'entrée financière, ce qui fait que les élèves qui sont dans une école Montessori, ce n'est pas les élèves très hétérogènes qu'il y a dans le service public. Voilà, donc c'est juste pour aussi rebondir sur le fait que ce qui va devenir, enfin, quand on va prendre chacun des systèmes, là où les choses vont aussi se compliquer, c'est quand on va commencer à vouloir démocratiser, ce qui, je le rappelle, reste un processus récent. La massification de l'école, c'est post-Seconde Guerre mondiale, donc c'est 70 ans, et la génération 80% qui a le bac, c'est années 80. Donc vous voyez, on est quand même dans un processus, là encore, très récent. Super, merci Louis pour ton intervention. Du coup, pour reprendre rapidement, donc on a plusieurs points, donc un système long life learner, comme disait Stéphanie, vraiment une éducation continue, pas seulement scolaire, donc ça on va aussi en venir par la suite. On a différents systèmes qui sont divers et variés, qu'on peut trouver notamment dans différents pays, et aucun système n'est parfait. On a toujours des problèmes, et justement aujourd'hui le but, c'est de concilier un maximum de ces avantages et de ces points forts de ces systèmes pour converger vers un système éducatif meilleur, on va dire. Et je vais justement embrayer, on va passer maintenant à la deuxième
grande problématique, grand thème. On va introduire le numérique justement dans ce système éducatif, introduire la EdTech pour justement voir comment on peut encore améliorer ce système et le tirer vers le haut. Et du coup, est-ce que l'un de vous veut embrayer sur ce sujet et présenter un peu comment intégrer le numérique à l'éducation pour la tirer vers le haut? Si vous voulez, je peux juste déjà introduire un peu le concept de EdTech et après peut-être laisser la part. Mais en Avec fait, plaisir, Louis. ça marche. Alors la EdTech, ça fait partie de ces termes où parfois plusieurs définitions et plusieurs représentations peuvent s'opérer. Et c'est assez intéressant à observer. D'ailleurs, entre les pays anglo-saxons et la France, le terme EdTech n'a pas évolué exactement de la même façon. Mais globalement, c'est toutes les technologies qui sont mises au service de l'éducation. Et effectivement, là, on parle bien, et je rejoins aussi Stéphanie sur ça, l'éducation aujourd'hui qui est l'éducation tout au long de la vie. Et donc, quand on rentre un peu dans le cœur de la EdTech, en France en tout cas, on a tendance un peu à scindre cet écosystème en 3 parties. Tout ce qui va avoir trait à l'enseignement scolaire, d'une part, et ensuite donc l'enseignement supérieur, dans lequel s'inscrit le Lyon par exemple. Ici, on va parler de un peu formation initiale, c'est-à-dire ce que vous faites au démarrage, mais qui ne marque pas du tout la fin, ce qui est une nouveauté de notre, on peut dire un peu du siècle, ou en tout cas de nos générations. Là encore, il faut se rappeler que encore pour la génération de nos grands-parents, la fin de l'école marquait la fin, entre guillemets, quasiment de l'éducation. Donc là aussi, il faut se rendre compte de la rapidité de ces bouleversements. Et le troisième grand marché, qui est donc tout ce qui est formation continue, formation professionnelle, formation tout au long de la vie. Voilà, qui marque le troisième chantier de la EdTech. Et on rentrera dans le détail, mais évidemment, ce sont 3 secteurs, 3 mondes différents, parce que chacun a des acheteurs différents, chacun a des prescripteurs différents, chacun a des utilisateurs différents. Il est notable de constater que par exemple dans l'enseignement scolaire, qui est pour ma part celui que je connais le mieux, les utilisateurs finaux des solutions EdTech sont des enfants ou des ados qui ne sont pas ou très peu autonomes dans leurs apprentissages. Donc en tant que solution ou service EdTech, on n'est pas en lien direct avec ces jeunes, puisqu'on passe par l'intermédiaire d'un tiers qui est soit le parent, soit l'enseignant par exemple. Là où dans le supérieur, on peut commencer à toucher directement l'étudiant. Et encore plus dans la formation tout au long de la vie, on peut commencer à se dire qu'on va court-circuiter des organismes de formation puisqu'on propose d'autres services. Donc vous voyez, voilà, il y a vraiment plein de grosses différences qui font que parler de EdTech comme ça, comme un tout, un univers global, c'est assez difficile. Et très vite, je pense que c'est important de se remettre un peu plus précisément dans quel un peu secteur on se situe. Ouais, pour rebondir à ce que dit Louis, je pense que cette question de la EdTech, elle est plus jamais d'actualité. Non seulement parce que en fait, il y a un problème majeur qui est aujourd'hui, on est sur un système éducatif à l'échelle mondiale. Hein. Tous les pays sont concernés par cet enjeu et ce problème-là. C'est qu'on a un système éducatif qui forme au métier du monde d'avant. Et je vais y revenir après, mais l'impact de l'automatisation et de la technologie va juste être colossal dans la décennie dans laquelle on vient de rentrer. J'ai quelques chiffres qui permettent de mesurer l'ampleur des enjeux qu'il y a derrière en fait cette notion d'éducation. 85% des jobs en 2030 n'existent pas encore. On est d'ici à 2030, il va falloir reformer plus d'1 milliard de personnes. Donc, quand on est dans cette problématique-là, on se dit qu'il est urgent de réviser, de mettre à jour notre système éducatif. Et on sait pertinemment, de par le fait que ce sont des chantiers qui prennent énormément de temps,
que la seule manière en fait de pouvoir compenser et d'être dans un processus d'accélération va être le développement de solutions EdTech telles que voilà, les projets sur lesquels Louis travaille ou Ilias et moi sur la partie, on va dire, plutôt liée à l'emploi. Donc là, ça permet déjà de poser le cadre et des enjeux qui sont liés à l'high-tech. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aujourd'hui une connexion très, très forte entre l'high-tech et ce qu'on appelle la HR-tech, donc tout ce qui est lié aux ressources humaines dans l'entreprise, puisque dans le cadre de la reformation des collaborateurs dans l'entreprise, il va falloir avoir deux types de formations. Des formations qu'on appelle d'upskilling, c'est-à-dire de développer des compétences, de nouvelles compétences à celles que vous maîtrisez, donc des compétences complémentaires. Il va falloir également être dans une logique pour un certain nombre de jobs qui vont carrément disparaître avec l'automatisation et les nouvelles technologies. Donc, être dans un processus de reskilling, c'est-à-dire que vous faites table rase de tout ce que vous saviez avant pour faire votre job, pour apprendre finalement un nouveau métier. Et ça, c'est des problématiques qui sont d'un point de vue enjeu économique également, c'est quelque chose de très, très important. Et j'aimerais aussi qu'on réaborde dans ce webinaire un point qui me semble fondamental, c'est comment l'high-tech peut compenser les inégalités dont Ilias a commencé à parler. Mais je pense que c'est important qu'on aille encore plus loin dans l'identification de ces inégalités parce que ça concerne non seulement la dimension économique, l'accès à l'éducation de par un pouvoir d'achat limité, mais il y a également une autre problématique sur laquelle moi je suis très engagée, qui est l'accès à l'éducation dans le cadre d'enfants ou d'adultes en situation de handicap. Et là, il y a encore énormément de choses à faire. Et l'high-tech est, à mon sens, l'obligation de répondre à ces problématiques-là. Super. Et bien, je propose à Ilias, je sais que dans ton introduction, justement, tu présentais ton parcours et je pense que ça peut être intéressant si tu rebondis à ce moment-là sur l'intervention de Stéphanie. Yes. Bah, du coup, après, c'est vrai que je vais essayer d'avoir un exemple du coup un peu plus concret avec ce qu'on a connu avec Trouve ton prof durant la première vague du Covid. Et en fait, on a ouvert la plateforme à un moment donné à un certain nombre de bénévoles. Donc, parce on a dû s'adapter en mettant en place un système de visioconférence parce qu'on était sur un système où c'était de la mise en relation avec une carte géolocalisée, où on se retrouvait. Et l'objectif, c'était surtout de créer une sorte d'Uber des profs, quoi. À partir du moment où on a un besoin, trouver un prof à proximité. Ça peut être votre voisin, il peut être à l'étage du dessus, à la bibliothèque quand vous avez des difficultés. Mais avec le Covid, on ne pouvait plus rester sur ces systèmes. Donc, on a dû s'adapter en mettant en place un système de visioconférence, du coup, avec les membres de mon équipe. Et on a ouvert la plateforme aux bénévoles. Donc, c'était pour vraiment participer à l'élan de solidarité qui a traversé notre pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point ça a permis de créer des liens et des ponts, parce qu'on avait par exemple des profs, en tout cas des personnes issues de la société civile, des ingénieurs, des comptables, qui étaient un peu partout en France, qui se sont inscrits sur la plateforme et qui, par exemple, un ingénieur sur Marseille qui donnait cours à une jeune fille en Île-de-France et qui n'avait pas forcément les moyens justement d'être accompagné par quelqu'un. Donc là, le numérique, il a joué il a vraiment fait le travail, mais sauf que cette jeune fille-là, elle avait accès, en tout cas, elle avait un PC ou une tablette à la maison. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, il y a cette grosse problématique à laquelle on a été confronté parce qu'on est là en train de se dire, bon, on veut démocratiser le numérique, mais aujourd'hui, avant de pouvoir, en tout cas, en démocratiser le numérique, il faut se dire qu'en face, on a des personnes qui n'ont pas forcément de PC ou de tablette, qui ne peuvent pas utiliser du coup le numérique qu'on veut développer.
Donc, c'est à ce moment-là où on a commencé à se poser la question, à se dire, bon, bah, il faut trouver de nouveaux acteurs qui vont nous accompagner pendant cette période, cette courte période pour distribuer des tablettes et des ordinateurs. Mais on s'est retrouvé encore face à une problématique parce qu'au moment où on a distribué des tablettes et des ordinateurs, la question c'était comment est-ce on accompagne du coup ces jeunes-là, ou en tout cas leurs parents, qui ne sont pas du tout acculturés du coup à l'utilisation d'un PC ou d'une tablette pour pouvoir utiliser du coup notre plateforme, avoir l'enseignant et justement pouvoir progresser ou être accompagné. Donc, heu, aujourd'hui, c'est vraiment cette problématique-là à laquelle, nous, Trouve ton prof, on a été confrontés et qui est, et qui est vraiment concrète et qu'on ne voit pas forcément, quand on se lance du coup dans un projet, d'éducation. Parce que comme il le disait Louis tout à l'heure, on pense vraiment à cette massification parce que derrière en tant que projet aussi, bah, il y a toute la composante business model. Il faut se dire qu'on lance un projet, mais derrière on ne peut pas rester sur une position, complètement, bénévole. Il faut qu'on soit dans un cercle vertueux qui permette du coup que la structure puisse s'autofinancer et c'est une grosse problématique aujourd'hui des startups, quoi. On a une idée, on veut développer quelque chose et on est confronté un peu à toutes ces difficultés et je trouve que c'était important du coup de le mettre en avant et de le partager. Donc voilà. Super, super Elias. Bah, en plus, c'est super si tu me permets de justement enchaîner avec la partie suivante qui va vraiment, elle, s'intéresser peut-être plus aux inégalités et justement avec ce problème de fracture numérique. Qui dit EdTech, qui dit éducation, qui dit numérique, dit de nouvelles perspectives, mais dit aussi peut-être de nouvelles inégalités. Et justement, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir aborder ce sujet et de pouvoir en discuter? Stéphanie, je vois que tu hoches la tête, peut-être que tu veux prendre la main là-dessus. Ouais, c'est un sujet qui, moi, sur lequel je suis très sensible. Je voulais vraiment profiter de ce webinaire pour dire à quel point on doit, dans le cadre, en fait, là on parle des inégalités, mais par rapport à l'éducation, je pense que, et notamment en France, il faut vraiment revaloriser l'image de l'enseignant. Ça, c'est un point qui me semble fondamental, dans le sens où aujourd'hui, ce sont quand même eux qui ont un rôle essentiel, qui est celui de transmettre des connaissances et mettre en place des systèmes d'apprentissage pour nos enfants. Ils travaillent dans des conditions extrêmement dures. Moi, j'en ai vraiment pris conscience quand je suis partie 2 ans et que je suis devenue l'enseignante de mes enfants. C'était loin d'être ma formation et j'avais jamais imaginé qu'un jour je serais enseignante. J'en avais que 2 à gérer et très honnêtement, je tire mon chapeau et c'est la première chose que j'ai dit quand mes enfants sont retournés à l'école. Je suis allée voir les enseignants de mes enfants et je leur ai dit mais merci et bravo, quoi, parce que je pense qu'aujourd'hui il faut absolument que la place de l'enseignant soit revalorisée, dans le sens où ils ont tellement à faire dans des conditions extrêmement difficiles. Enfin, je ne sais pas si tous les parents se rendent compte de la difficulté d'enseigner à 30 enfants en même temps, qui ont des histoires différentes, des niveaux différents, des systèmes d'apprentissage différents. Certains apprennent de manière, je dirais, automatique, de manière visuelle, auditive, d'autres sont kinesthésiques, et pour autant, ils doivent jongler et composer avec tout ça. Et quand je vois, par exemple, pour comparer avec un autre système éducatif, la manière dont les enseignants sont considérés en Suisse, aujourd'hui, dans ma région, la plupart des enseignants quittent le système éducatif français pour partir en Suisse. Pourquoi? Parce que l'image est meilleure, leur intégration et le rôle qu'ils jouent dans la société est beaucoup mieux valorisé. Ils sont beaucoup mieux payés et donc, du coup, beaucoup plus à même de pouvoir, en fait, s'adapter et proposer, en fait, de nouvelles choses. Donc ça, je pense que c'est aussi important parce que ça vient renforcer les inégalités. Si vous êtes dans une région
qui a beaucoup de moyens, ce qui est le cas là vers chez moi, vous êtes en capacité de pouvoir payer des cours particuliers à vos enfants. Les écoles fournissent des tablettes à l'ensemble à des enfants. Donc, tout ça ça ne fait que renforcer finalement le décalage qui est en train de se créer petit à petit dans nos systèmes éducatifs. Et je crois que la réponse n'est clairement pas dans le modèle éducatif, notamment américain, où voilà, vous devez payer des fortunes pour pouvoir accéder à l'éducation. Et l'autre point que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux inégalités, dans la gestion du handicap, il s'avère que c'est tellement compliqué qu'aujourd'hui, c'est au bon vouloir et lié à la bonne volonté des enseignants. Et moi, j'ai la chance d'avoir mis mes enfants dans une école extraordinaire que je salue, qui est l'école des Grands Chênes, qui a été l'une des premières écoles primaires et maternelles à mettre en place des classes Ulysse. Alors, qu'est-ce que c'est les classes Ulysse? Ce sont des classes qui sont organisées pour adapter en fait l'enseignement à des enfants qui sont en situation de handicap. Et quand vous écoutez les parents qui font face à ces problématiques-là, je veux dire, c'est aujourd'hui un cauchemar que de pouvoir trouver des écoles publiques qui permettent de rendre accessible l'éducation à des enfants qui ont des besoins particuliers. Et je pense que ça, c'est un point qui doit être souligné. Si ça te va, Yash, je peux peut-être rebondir. Ouais. Là aussi, je suis complètement d'accord avec Stéphanie. Je trouve ça très bien de commencer par... mais même avant, et je suis content, c'est pas toujours le cas hein, dans des webinaires dits EdTech de partir sur ça. Et donc, je suis content qu'ici, on soit relativement en phase. Enfin, on est en phase sur le fait que l'EdTech, c'est d'abord l'éduc, et l'éduc, c'est d'abord les enseignants. Et donc, c'est vrai que ça m'arrive de voir des projets tech où où je vois des jeunes, souvent c'est des très jeunes, hein, très passionnés, etc. Et je leur demande un peu avec malice pourquoi ils ne deviennent simplement pas enseignants, en fait. Parce qu'on voit qu'ils en ont envie et parfois ils ont des idées, un peu sympas, mais qui ne sont pas très nécessaires, alors qu'en fait, on a besoin aussi d'enseignants, on a besoin de bons enseignants. Et effectivement, on est un peu dans une spirale négative en ce moment où on va finir par avoir des enseignants. Enfin, on a déjà une crise des vocations d'enseignants hein, aujourd'hui. Et le récent assassinat, évidemment, ça, je peux vous dire, moi qui les côtoie beaucoup, que les choses ne sont pas simples en ce moment hein, chez les enseignants. Effectivement, au premier confinement, il y a eu un petit moment où les parents se sont un peu rendus compte que faire école, c'était pas simple. Et donc, se sont mis aussi dans la posture de Stéphanie, mais malheureusement, c'est vite revenu à la normale. Donc, ouais, je pense qu'il faut effectivement commencer par là. Après, peut-être pour aller donc vers les inégalités face au numérique, en fait, donc ça, c'est un sujet sur lequel j'ai un peu écrit et je me suis un peu intéressé, donc je peux en parler. Aujourd'hui, on conteste fortement la notion de fracture numérique, en fait. On parle plus trop... Enfin, les chercheurs la contestent, donc c'est un mot qui est utile politiquement, un peu parfois idéologiquement, parce qu'il est simple. En fait, il faut au moins effectivement parler de fracture au pluriel, et même parler de fracture au pluriel a du mal à rendre compte de la situation dans laquelle on est, où finalement, ce n'est pas tant des choses qui sont liées à la question numérique, qui est une question technologique, une question d'usage, mais des choses liées à des inégalités structurelles, en fait. Ilias le disait, vous pouvez donner tout l'équipement que vous voulez à des familles qui ne savent pas lire le français ou qui n'ont pas le capital scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent écrire français et qui savent envoyer des textos, qui savent envoyer des choses sur Instagram, mais qui ne savent pas aujourd'hui envoyer un mail sur la forme. Parce que ça s'apprend en fait. Et donc là, on n'est pas dans une fracture numérique, on est dans un enchaînement de multiples fractures, si on veut absolument parler de fracture. Mais en tout cas, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc, ça, il faut bien l'avoir en tête, que le numérique, ça c'est un truc globalement qu'on peut relativement généraliser. Le numérique, c'est très très rarement un effet ou une cause. C'est un amplificateur. Donc en fait, il faut bien se dire que les technologies numériques amplifient des phénomènes existants.
sauf quelques exceptions, comme par exemple l'économie du partage, qui est un effet direct du numérique. Ce que fait Ilias, la rencontre à la Uber, finalement, de profs et d'élèves sur une sorte de marketplace, ça, c'est une résultante directe du numérique, mais sinon, le numérique, il a plutôt tendance à amplifier des problèmes ou des solutions. Et ça amène à une tendance qu'on pourra réévoquer peut-être après, mais que je pose là, parce que face à cette simplification des fractures numériques, souvent, on propose des solutions numériques. On se dit, on a un problème, décrochage scolaire, inégalité à l'école, des difficultés d'accès aux jeunes à l'emploi, etc. Donc, on va proposer des solutions souvent numériques. C'est souvent des applis, c'est souvent des algorithmes, c'est souvent une nouvelle plateforme. Et en fait, ça commence à être théorisé, ça s'appelle le solutionnisme numérique ou le solutionnisme technologique. Et c'est donc la croyance souvent impensée, c'est-à-dire que c'est rare qu'on se dise je le fais consciemment, mais en tout cas, c'est un effet qui est que on croit que tous les problèmes qu'on a, qui sont économiques, politiques, sociaux, éducatifs, vont pouvoir être résolus par quelque chose de technologique ou de numérique. Voilà, donc je pose ça là, on pourra en reparler, mais c'est souvent une réponse directe à cette question souvent d'inégalité. Super, très, très bon éclairage qui soulève d'autres questions. Mais est-ce que Ilias, tu peux peut-être rebondir un peu dessus? Yes, rebondir dessus, sur ce qu'elle a dit aussi, Stéphanie, parce que c'est super intéressant, et sur ce que je vois dans le chat, Julien, qui dit que le faible salaire proposé aux enseignants en France n'incite pas à s'orienter vers ces métiers-là. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, parce que revaloriser le rôle de l'enseignant, ça passe par une meilleure rémunération. Et ça, c'est clair. Et on a toujours l'impression que c'est un peu tabou en France de parler de rémunération. Mais c'est surtout par de la formation. Aujourd'hui, il y a un réel manque d'enseignants en termes de quotas et de chiffres par rapport au nombre d'élèves, ce qui fait que l'éducation nationale recrute à tour de bras des enseignants qui ne sont pas forcément formés. Donc, c'est en général des vacataires et c'est des étudiants qui ont un master en philosophie ou un master en mathématiques, etc., et qui n'ont pas forcément été formés à la posture de l'enseignant. Et quand on sort d'un bac plus 5, on n'a fait que des maths et on se retrouve devant 30 élèves dans une zone d'éducation prioritaire, je peux vous dire que c'est assez compliqué à gérer, et ce qui fait que ça crée de grosses qu'il y a un gap en fait entre les élèves et l'enseignant. Et ce qui est super intéressant et qu'on m'a souvent remonté, c'est que les enseignants qui utilisent le plus le numérique, ou en tout cas qui veulent développer le numérique dans leur classe, c'est pas forcément les jeunes enseignants qui sont potentiellement beaucoup plus acculturés à la culture, au numérique, mais plutôt ceux qui ont déjà 10 ans d'expérience, qui savent tenir une classe et qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont passés par l'IUFM. Donc voilà, donc il y a déjà une vraie problématique, et ça c'est important de le souligner, sur la formation des enseignants et le nombre d'enseignants. Après, il y a une seconde problématique qu'il faut aussi souligner, c'est qu'un certain nombre de profs, ou en tout cas d'enseignants, se disent que le digital, c'est synonyme de déshumanisation. Qu'est-ce que moi je vais faire après ensuite? Le numérique, il va tout faire, et il y a beaucoup de profs qui sont, aujourd'hui encore frileux à utiliser le numérique dans le cadre de de leurs cours. Et il y a vraiment une question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire du co-développement sur ces questions de développement du numérique, et comment la tech va faire en sorte de pouvoir embarquer tout le monde dans l'apprentissage en fait. Et que la tech doit aujourd'hui, parce qu'elle le peut, renforcer les liens entre le prof et ses élèves, mais aussi entre les apprenants grâce aux classes inversées, ou même à l'apprentissage entre pairs, par exemple, comme ce qui se fait du coup sur Trouve ton prof. Donc voilà ce que je voulais rajouter moi pour ma part. Super. Et ben, c'est en tout cas des belles réponses. Et puis ça soulève encore d'autres sujets de débat. Peut-être on est exactement dans les temps. Peut-être pouvoir essayer d'aborder notre dernière partie.
Donc, Ouais, et vraiment être... Oui, je te laisse, Anas. juste une petite info, enfin voilà, juste remarquer, mais on a Stéphanie qui s'est déconnectée, elle a des petits soucis techniques, elle va nous rejoindre tout de suite. Elle Ah, nous elle est là. rejoint. Impeccable. Mais du coup, voilà, peut-être pouvoir enchaîner pour l'instant sur les perspectives et la vision un peu plus large, on va dire, de la tech, notamment le sujet de l'éducation au sens plus large, comme j'avais eu comme discussion avec Louis, que l'apprentissage n'est qu'une partie de l'éducation et du coup, où se cantonne la tech, jusqu'où peut-on aller avec le numérique pour éduquer les personnes, notamment dans cette question de l'apprentissage continu que nous présentait Stéphanie en introduction. Et voilà, donc si Louis veut peut-être prendre le lead sur cette question. Bah, là aussi, je peux commencer, mais effectivement, ça fait partie des choses que pour ma part, j'ai aussi redécouvert pendant le confinement. C'est en lisant, hein, là, on est dans une discussion où c'est vrai que bon, ce serait idéal d'avoir un professionnel de l'éducation, hein, voire un chercheur, parce que sur ces questions aussi de rapport entre numérique et apprentissage, éducation et apprentissage, bon, on a des expériences et tout, mais ça serait un apport complémentaire. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup Philippe Mérieux qui développe ça, si vous voulez creuser. C'est que l'éducation, c'est un acte collectif, en fait. Et surtout, dans la vision française de l'école, l'objectif n'est pas tant d'apprendre, c'est un objectif, mais c'est aussi d'apprendre ensemble. Et c'est de s'entraider dans cet apprentissage. Et donc, il marquait bien une limite finalement structurelle d'un enseignement à distance provoqué par le confinement, qui était que pour le coup, on pouvait imaginer d'avoir ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, qui dans les faits n'a pas fonctionné, parce que pour plein de raisons en fait, mais en tout cas c'était l'objectif un peu symbolique et politique, mais que on n'avait pas pu maintenir une éducation complète puisque justement on n'arrivait plus à garder ce sens du collectif. Et ça, c'est ce que certains chercheurs d'ailleurs craignent hein, par rapport au numérique hein, et à ce que pourrait être un mauvais déploiement du numérique dans les apprentissages. Ce serait qu'on arrive un peu à une vision où chaque élève a sa tablette et apprend seul sur sa tablette de manière individuelle et que du coup, cette notion d'apprentissage collectif se perde. Voilà, ça, c'est un truc très important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, quand on est à l'école, et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur, et je pense, même si je connais moins, sans doute aussi le cas dans la formation continue, c'est qu'on ne fait pas qu'apprendre des savoirs. Quand vous êtes à l'école, vous apprenez la sociabilité, vous tombez un peu amoureux, vous apprenez parfois ce que c'est la violence, enfin, comment y réagir en tant qu'enfant, vous apprenez à gérer vos émotions. Enfin, c'est dommage que Stéphanie ne soit plus là à ce moment-là, puisqu'elle l'a vécu quand elle a été 2 ans seule avec ses enfants. Mais en fait, l'éducation, c'est beaucoup plus que simplement des apprentissages entre guillemets scolaires. Et c'est là que, donc, effectivement, il y a une limite, mais c'est pas grave, que le numérique ne pourra pas tout faire sur tous ces types d'apprentissage, notamment quand ils incluent des dimensions collectives. Même si, juste pour finir là-dessus, on peut faire des choses en collectif avec le numérique. La preuve, là, nous sommes en train de faire quelque chose de collectif que grâce au numérique. Et en classe, il y a des profs qui font des trucs géniaux avec des Framapad ou des Google Docs ou des outils collaboratifs où leurs élèves créent des choses. Donc, je dis pas que les deux sont incompatibles, mais c'est vrai que ça peut devenir un outil individuel où on fait des exercices automatiques pour progresser et qu'on finit par les faire tout seul, quoi. Oui, le but étant justement voilà, de ne pas perdre ce sens des relations et d'utiliser le numérique à bon escient. Ilias, Stéphanie, je vois que tu es de retour. Ouais, je suis désolée, voilà, les aléas du direct. J'ai mon ordinateur qui a littéralement craché. Voilà. Donc voilà, donc je m'en excuse, j'ai raté une partie du webinaire. Pas de souci. Mais j'aimerais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est très important, même si on est dans une logique de tech, de trouver et de mettre en place des systèmes qui soient notamment dans une logique d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour en revenir à ces questions des 8 intelligences,
Ce qui est très important, c'est par rapport aux neurosciences et aux sciences cognitives, il faut absolument que dans nos systèmes éducatifs, on utilise l'ensemble de notre cerveau. Et l'ensemble de notre cerveau, il est composé de 3 grands cerveaux qui sont ce qu'on appelle l'EQ, donc tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, le IQ, le QI en français, tout ce qui est lié à vraiment l'intellectuel. Et puis, on a un troisième cerveau qui est le XQ, qui est celui de la mise en pratique. Et je pense que ça, c'est un point important parce que je pense qu'on l'a vu, on est quand même des êtres qui ont besoin d'être en interaction et en interconnexion et que le numérique ne doit pas servir à être dans une notion d'exclusion et ou finalement de déconnexion avec le monde, bien au contraire. Et je pense que avec des systèmes qui mélangent à la fois du numérique, des technologies et quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, je pense que c'est dans cette voie-là que la tech doit aller. Et donc, justement, la startup Trouve ton prof d'Ilias s'inscrit très bien dans cette problématique de justement concilier à la fois le numérique tout en gardant des valeurs humaines. Et le numérique est un moyen justement pour améliorer et optimiser, accélérer, comme disait tout à l'heure Louis, ces interactions et rendre le système plus simple. Oui, totalement. Et pour juste pour compléter, je pense que le jeu, dans ce cas de figure-là, est un formidable moyen de pouvoir créer du lien et du liant. Dans le sens où d'abord les apprentissages se font avec plaisir quand on met du jeu. Et moi, j'ai découvert en fait cette notion de ludopédagogique ou aux États-Unis, ils appellent ça l'edutainment. Et ça, c'est un principe qui est super intéressant parce que en fait, il est applicable non seulement aux enfants, mais moi, je l'ai testé aussi chez les adultes. Et d'ailleurs, c'est le principe même des pratiques en entreprise qui sont basées notamment sur du design thinking, où on est très dans l'interactif, dans le jeu, dans la créativité. Et je pense que le système français est pour ça extrêmement fort. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'au niveau des profils, les Français sont très recherchés, notamment par les boîtes américaines, puisque c'est vraiment des facultés qu'on a développées. Et notre système d'analyse et de mise en perspective et nos facultés combinées à nos facultés créatives font qu'on arrive à faire des choses assez fabuleuses. Et grâce au jeu, en fait, on n'est plus dans une logique d'apprendre de manière intellectuelle, si je puis dire, mais plus dans une logique de finalement, je participe à une expérience qui est fun et le bonus, c'est que j'apprends en m'amusant ou j'apprends en faisant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ouais, et je me permets de rebondir, moi, sur justement ce principe du jeu dans l'apprentissage. Pas plus tard qu'il y a 2 jours passés, j'ai eu justement un cours de projet d'achat où on a fait un business game et on n'a jamais eu autant d'engagement de la classe justement sur une matière. Et c'était un cours relativement rapide de 2 jours où l'intervenant devait justement, sur le premier jour, par un Zoom, nous apprendre le cours de façon assez ludique pour intéresser la plupart du monde. Mais le deuxième jour, avec le business game, il nous a challengé et on a pu réviser justement toutes les notions et mettre en application toutes les notions qu'on avait. Et je pense que 70 étudiants de notre classe, on était tous coachés au jeu parce qu'il y avait un véritable challenge et ça permettait, moi quand je ressors en fin de journée, j'ai justement toutes les notions que j'ai pu apprendre par le jeu et dès que je reprends mon cours, je me rends compte qu'en fait, tout est logique et c'est vrai qu'on est beaucoup plus impliqué justement en mettant en place ce système ludique, allier le ludique, le numérique et l'éducation. C'est ce que tu veux juste là-dessus, je m'excuse. Il y a une solution qui est développée par une start-up française qui s'appelle Klaxoon, qui est, à mon sens, l'outil absolument utilisé dans les écoles, mais également dans les entreprises
pour développer l'engagement des collaborateurs ou des élèves, parce qu'on est dans une logique, tout est fluide en fait, on laisse libre cours à finalement les inputs, les idées de tout à chacun. Désolée pour… Pas de souci. Ilias, si tu voulais peut-être rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Ouais, rebondir juste sur l'aspect peut-être, limite, puisque du coup c'est ce dont on parlait. C'est vrai que nous sur Trouve ton prof, bah, on voit que la visioconférence, elle nous a permis justement, bah, de créer encore plus de on va dire de rencontres, qu'il y avait beaucoup du coup d'accompagnement qui avait été fait sur, cette période-là. Mais on s'est rendu compte, par la force des choses que, les cours en visio ne remplaceraient jamais du coup les cours en face à face et qu'il y avait vraiment cette composante, du coup humaine, et de proximité, je dirais pour vraiment comprendre, quand ça va pas. Le fameux: «Ah j'ai compris», ou «J'ai pas compris», et il y a toute cette logique-là de l'accompagnement qui fait que l'enseignant est un peu frustré finalement, et même moi je m'en rends compte quand j'accompagne des élèves, c'est qu'on a l'impression qu'on est limité dans cette possibilité de l'aider, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de la composante, humaine, bah, qui joue heu, qui joue un rôle, prépondérant dans la relation, enseignant, apprenant. Donc c'est vraiment la limite que moi je vois du coup, au fait de pouvoir, accompagner des élèves, à distance. Mais c'est vrai qu'il y a cette composante ludique et jeu qui commence à de plus en plus, voir le jour et à émerger, et on se rend compte que c'est une vraie solution, surtout avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, Twitch, surtout avec les réseaux sociaux des jeux vidéo comme Twitch. On voit Discord aussi où il y a beaucoup d'échanges, et on se rend compte que, bah, heu les jeunes, il faut parler, ou en tout cas, bah, j'ai dit ça comme si j'étais beaucoup plus vieux, mais c'est qu'il faut parler du coup leur langage, et il faut faire en sorte de rentrer dans leur monde, et aujourd'hui leur monde c'est Fortnite par exemple, et on se rend compte que, en en commençant à être dans leur monde, bah, ils s'ouvrent beaucoup plus, et il y a cet aspect apprentissage qui est beaucoup plus important, et en tout cas le flux, d'attention, il est beaucoup plus important. Donc voilà ce que je voulais rajouter, par rapport aux interventions qui ont été faites. Merci. J'ai l'œil là sur les questions-réponses et sur la conversation, et je vois qu'il y a une idée un peu qui ressort, et là, comme tu as dit, Ilias, et toi aussi, Stéphanie, c'est que c'est pas blanc, c'est pas noir, il faut allier les deux, il faut allier le côté humain et le côté aussi numérique. Euh, mais souvent, on se retrouve des fois à avoir des personnes réfractaires, et on le voit par rapport aux enseignants, il y en a qui ont des idées très arrêtées dès qu'on parle numérique, ils se sont dit: ah non, je veux pas du tout entendre parler, parce qu'ils pensent justement qu'il y a un impact du numérique sur l'apprentissage. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Est-ce qu'il y a aussi des études qui disent que le travail à distance, c'est source aussi d'anxiété, de dépression, choses comme ça? Euh, enfin, que répondre déjà à ces personnes-là qui sont réfractaires, en tout cas, à toute idée du numérique? Est-ce qu'il y a un juste milieu, et comment vous le voyez dans les prochaines années pour essayer de démocratiser ça dans toutes les écoles, par exemple, de France? Je peux peut-être rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a un point qui, quand on touche ce qu'on appelle le change management, c'est que la plupart des gens qui expriment des sortes de rejets, c'est que derrière, il y a des peurs. Il y a des peurs où il y a une problématique au fait soit de ne pas maîtriser, soit de ne pas avoir bien compris finalement quels peuvent être les bénéfices de mettre en place ces solutions. Par rapport aux enseignants, moi, j'ai travaillé avec des enseignants, j'ai pu bénéficier de leurs travaux dans le cadre en fait de ce voyage. Il y a des enseignants comme le blog de Monsieur Mathieu, Charivari ou Orphée École, qui sont des enseignants qui ont développé en fait leurs cours en intégrant du jeu dans tout en fait leur programme et leur parcours éducatif. Et en fait, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que d'abord, ça permet de mettre en lumière la manière dont leurs élèves fonctionnent et travaillent. Le jeu peut être un moyen aussi de créer des interactions spécifiques
entre les enfants. Donc la question par rapport à ce rejet du numérique, c'est de un, comment on forme les personnes qui doivent utiliser ces nouveaux outils-là. Je pense que la notion de co-création est aussi hyper importante et que aujourd'hui le système éducatif français, en tout cas, est extrêmement normatif et il laisse peu de place à de l'innovation éducative. Et je pense qu'il faudrait aussi revaloriser toutes les super idées que peuvent avoir un nombre important d'enseignants pour les intégrer et peut-être accompagner le système éducatif pour pouvoir les amener vers des solutions numériques qui trouveraient sens par rapport à leurs besoins et du coup les accompagner dans l'enrichissement en fait de ces solutions numériques et l'utilisation. Je sais pas si Elias, tu veux aussi, parce que je vois aussi l'heure qui tourne. Moi là-dessus, en fait, je voulais juste, je voulais aussi réagir, mais avant ça, notre discussion m'a fait repenser à un sujet intéressant. C'est qu'une fois de plus, on a un webinaire EdTech et on se focalise un peu sans le faire exprès sur l'enseignement scolaire. C'est assez intéressant parce qu'en termes de chiffre d'affaires, le marché de la EdTech ne vaut rien sur le scolaire aujourd'hui. Rien, rien, rien du tout. Les seules entreprises qui s'en sortent sont sur des appels d'offres ou des subventions publiques, sur des modèles de recherche de financement pour des projets de recherche et tout. Celles qui ont un vrai modèle économique basé sur de la vente, c'est quand même très, très rare. Donc 60% du CA se fait sur la formation continue, qui est clairement de loin effectivement le marché porteur sur ce secteur. Et c'est intéressant du coup parce que c'est aussi, je trouve, parfois un peu un écueil des entrepreneurs de la tech, hein. C'est de vouloir aller dans l'enseignement scolaire parce que fondamentalement, c'est un secteur qui touche en fait l'éducation des enfants, c'est normal. Mais bon, après là, je vous donne un avis, hein, c'est un avis, ça fait 8 ans que je suis dans ce secteur. J'acquiers peu à peu la conviction que c'est un secteur, d'une part, low-tech. L'éducation scolaire est low-tech, il n'y a pas besoin d'IA, il n'y a pas besoin de blockchain, il n'y a pas besoin de trucs très très compliqués. Les exemples que donnait Stéphanie, Klaxoon, ce que fait Ilias, ce qui marche le mieux, c'est-à-dire des petits trucs qui permettent de faire des journaux en classe. C'est pas très high-tech en fait, c'est plutôt des petits trucs collaboratifs numériques qui sont sympas, qui permettent de rendre un cours assez interactif. Et donc, du coup, ce n'est pas tant technologique, c'est pédagogique. La révolution, en fait, dans l'école, mais aussi, je pense, au supérieur et dans la formation continue, elle est facilitée parfois par les technologies numériques, mais elle est d'abord pédagogique. Ce que font les profs, Charivari, etc., la classe inversée, tout ça, ce sont des révolutions pédagogiques. Et souvent, on fait l'écueil, et pour moi, ça revient un petit peu à ce solutionnisme numérique. On a tendance à mettre la solution dans le numérique, alors qu'en fait, on l'a produit par d'autres, par rapport à d'autres, par rapport à d'autres apports que la simple technologie. C'est pour ça que juste peut-être pour conclure en tout cas sur ce que je disais là, moi le conseil que je donnerais à des entrepreneurs EdTech, c'est de garder en tête cette impensée du solutionnisme qui n'est pas lié qu'à l'EdTech, hein, c'est très start-upial. C'est l'imaginaire de la Silicon Valley, c'est on va changer le monde. Le monde a des problèmes, nous allons trouver des solutions à ces problèmes. Et la Silicon Valley, ce sont des libertariens technophiles. Donc, il y a un impensé de base qui est, voilà, le monde a des problèmes et on va résoudre ces problèmes avec la technologie. Et on se méfie des États. Donc, voilà, il faut avoir en tête que les problèmes sont souvent très complexes et c'est très rare de pouvoir les résoudre qu'avec de la technologie. Donc, quand vous mettez en place vos propres solutions, ayez en tête voilà, que il faut les inclure avec plein d'acteurs, que comme dit Ilias, si vous proposez un outil de mise en relation, peut-être qu'il faut inclure de la formation, qui inclut des humains, peut-être des partenariats avec d'autres associations qui donnent de l'équipement parce que votre solution repose sur de l'équipement. Et après, moi, le deuxième truc, c'est cette histoire de low-tech. Je pense que de manière générale, là aussi, c'est un peu une conviction, mais il y a eu pendant un petit moment du high-tech bullshit.
beaucoup de gens qui parlent de machine learning, de blockchain, de IA, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de cas où, d'une part, c'est faux, en fait, et maintenant, les investisseurs s'en rendent compte. Hein. Autant il y a eu 5 années où vous faisiez un business plan et vous arriviez en disant que vous aviez de l'IA, etc. Vous aviez 1 0 de plus dans votre levée de fonds. Autant maintenant, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué. Donc voilà, ayez en tête, et pour moi, c'est encore plus vrai, plus les élèves sont jeunes, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tech. Il y a besoin de bien penser la solution avec les enseignants, pas contre eux, mais avec eux. Voilà, c'était la petite conclusion que je voulais faire. Super, merci Louis. Je vois que l'heure tourne. Du coup, je vais me permettre d'enchaîner un petit peu avec la suite. Et Louis me fait une super introduction encore. Tout se déroule super bien. Donc, merci Louis pour cette conclusion. Voilà. Maintenant qu'on a brossé le sujet un peu plus en général et que Louis a introduit justement cette volonté d'entreprendre et comment entreprendre avec, de manière efficace et de manière sensée, je vais vous pitcher rapidement notre projet donc, qui s'appelle les mini-profs. Le but, c'est vraiment vous présenter le projet qu'on mène à l'EMU en 2 minutes. Et je proposerai ensuite à nos guests, donc Louis, Ilia, Stéphanie, et à nos spectateurs, si vous voulez, de pouvoir justement nous faire un retour à chaud. Le but étant qu'on a très peu de temps, donc ça peut être un mot, un avis, un conseil, une perspective. Donc voilà. Alors, notre projet Les Mini-Profs, c'est une plateforme ludique, c'est un réseau social accessible gratuitement, qui sera accessible gratuitement à tous les collégiens et les lycéens entre 13 et 18 ans, et partout en France dans un premier temps, et après le but étant de s'étendre partout dans le monde. Et en gros, c'est un réseau social qui permet de mettre en relation justement des personnalités, des personnes complémentaires avec qui travailler après les cours en fonction de leur matière scolaire favorite et de leur personnalité. Donc le but de cette application, c'est vraiment de révolutionner le concept de l'ami professeur. On est parti du constat que, alors il y a tout ce qui est prof particulier, les élèves qui demandent à leurs parents, mais justement face à ces inégalités, on s'est rendu compte que les élèves avaient quand même plus de facilité à parler avec leurs pairs, échanger entre eux, et on veut justement un peu démocratiser ce concept de l'ami professeur, exploiter toutes les qualités des jeunes. Donc le but, c'est vraiment qu'ils aient des interactions et qu'on fasse matcher des pairs. Donc, par exemple, quelqu'un de un petit peu meilleur en français et moins bon en maths pourra matcher avec un profil inversement bon, ou peut-être une personne plus timide, la mettre en avant sur la plateforme. Donc, c'est vraiment prendre en compte tous les traits de caractère de nos élèves et le but de les aider à être accompagnés après les cours. Une autre partie, c'est de les accompagner notamment sur l'actualité, leur présenter, entre guillemets, le monde des adultes, pouvoir leur proposer une source d'actualité fiable, simple, simplifiée, justement pour qu'ils puissent comprendre. Et comme on disait tout à l'heure, vraiment lier l'apprentissage ludique à l'éducation et au numérique. Donc c'est vraiment une plateforme qui a pour but d'être ludique et d'apprendre de façon sympa pour pouvoir motiver justement nos jeunes à travailler. Donc j'avais vraiment 2 secondes pour vous la présenter. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment favoriser l'équité, donc briser les frontières socioculturelles avec entre guillemets les bons, les moins bons collèges, les moins bons lycées, vraiment que tout le monde ait une plateforme où il peut se connecter de façon équitable et de lutter contre le décrochage scolaire. Donc voilà, donc j'avais vraiment 2 minutes pour vous la présenter. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais laisser Anas nous présenter justement ce petit QR code caché en bas à droite de l'écran. Et je pense que vous pourrez retrouver plus d'infos à cet endroit-là. Donc, Anas, je te laisse introduire. Bah, effectivement, là, un QR code vous emmènera vers un lien qu'on va vous présenter. Et vous pourrez en savoir plus. Peut-être juste, peut-être si ça te va, Théo, avant ça, peut-être recueillir un peu les avis de chacun, nos intervenants, vu qu'effectivement, l'heure tourne et qu'on s'est fixé. Avec plaisir. Donc, si vous avez un petit retour à chaud, un conseil, une perspective, peut-être des challenges qu'on va devoir surmonter, on est très preneur. Voilà, on est en fin de projet, donc vraiment le but, voilà, c'est d'avoir des pistes ou des retours d'experts, d'autres experts, quand on a déjà consulté des experts. Je vais prendre la parole du coup Merci, pour rebondir. Du coup, c'est un beau projet, c'est une très bonne idée. Bravo déjà
de vouloir créer un truc comme ça. Donc, après, il y a plusieurs problématiques que je vois. Déjà, c'est une question que je vais vous poser. C'est juste un side project ou c'est quelque chose qui, derrière, que vous voulez développer et il y aura un business model ou pas? Voilà, c'est une première question. Parce que qui dit projet dit startup, qui dit startup dit business model. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de te pitcher et de vous pitcher le plus en détail le projet, mais du coup, c'est toujours dans le track thème du coup, dont je vous parlais au début. Donc, où vraiment, on a un projet entrepreneurial sur 3 mois, on est censé arriver au stade presque de pré-incubation. Et là, donc, on arrive à la fin du projet. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un side project au sens où on le mène en parallèle de nos cours. Après, voilà, il libre à nous peut-être de passer à la vitesse supérieure, mais en tout cas, oui, le business model a été réfléchi, enfin, le projet a été réfléchi dans sa globalité. Après, pour l'instant, ça reste un projet à l'étape, on va dire, scolaire. C'est un peu, je mets des Ouais, guillemets parce que le but justement est de ne pas être un projet scolaire, mais c'est pour l'instant ok. un side projet par rapport à nos études, et après à voir si certains le Et, concrétisent ou non. et du coup, il est basé sur quoi? Et je me permets de gratter un peu, hein, juste pour comprendre un peu. Le business model, il est basé sur quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est un business model qui va être basé sur des partenaires, du sponsoring? Est-ce que ça va être sur Exactement. de la publicité? D'accord, ok. Alors, va y Ok, avoir plusieurs sources de revenus exactement. Je vais faire rapidement pour juste voilà, qu'on survole rapidement ce point. Mais ouais, des partenaires socioculturels qui pourront justement récompenser les étudiants aidants et aidés. Un système de publicité relativement à faire relativement attention justement de prendre des sponsors vraiment pertinents quant au monde de l'éducation. Et puis après, voir comment peut-être interfacer ce projet avec les collectivités, peut-être les lycées, voir si des licences, puisqu'on aura tout un panel de données relativement intéressantes à traiter, comment exploiter justement cette donnée, bien sûr, éthiquement parlant et justement pour apporter un plus-value au système de l'éducation, mais c'est aussi une source de réflexion quand même. et du coup, sur l'aspect sourcing, tu sais, des personnes complémentaires dont tu parlais, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? En fait, c'est quoi vos canaux d'acquisition spécifiques, en tout cas ceux que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler? Comment est-ce qu'en fait où est-ce que vous allez trouver des personnes pour utiliser votre plateforme? Oui, alors le but, voilà, c'est une plateforme, c'est un réseau social, donc le but, c'est voilà, d'acquérir nos premiers, on va dire, Early utilisateurs adopter. Mmh. par les réseaux sociaux. Voilà, pour construire un réseau social, il faut atteindre une masse critique et puis pouvoir justement, Mmh. c'est l'effet boule de neige qui va se produire après, de bouche à oreille, et plus de personnes vont être connectées, enfin, vont s'inscrire dessus, plus de personnes vont continuer après, s'ils aiment, à s'inscrire dessus. L'acquisition va vraiment être basée voilà, sur les médias, les réseaux modernes, puisque le but étant voilà, d'avoir une plateforme qui s'inscrit dans l'air du temps. Donc voilà les principaux moyens. Et du coup, ça va être vraiment déployer au début des moyens marketing assez importants pour pouvoir acquérir un maximum de personnes. Pour ce qui est du matching entre étudiants, le but est de proposer un test de personnalité. Donc, quand je dis test de personnalité, il faut entendre ça au sens relativement ludique, un test ludique qui permet à l'élève par des questions, on va dire, pas forcément brutes, comme un test de personnalité pour adultes pourrait l'être, mais par des questions, on va dire, relativement fun, de pouvoir cerner les personnalités des jeunes et de pouvoir justement voir leur personnalité, leurs besoins et les faire matcher voilà, par réciprocité avec d'autres personnes. OK. OK. C'est cool, hein, c'est un beau projet. Après, et je vais très rapidement, en 1 minute ou 2, parler du coup des problématiques que nous on a rencontrées, parce que du coup c'est un projet, assez similaire. Sauf que du coup, nous, ce qu'on s'était dit initialement, c'est que, on était parti sur un business model de commissionnement. Donc sur chaque, cours particulier, on prenait, un pourcentage, du prix de l'enseignant. On s'est rendu compte que le volume, il devait être extrêmement important parce que sur un cours à 20 € au maximum, on prenait que 2 € et sur ces 2 €, il y a toute la partie charge, et cetera. Donc au final, il ne te reste pas grand-chose sur un cours particulier. Et la grosse problématique qu'on a eue, c'était, la partie tech et feedback utilisateur. On a toujours une vision très court-termiste
de la plateforme en se disant, bah, voilà, on va l'avoir à tel moment, on va avoir tant d'utilisateurs, on va faire entrer tant de chiffre d'affaires, mais sauf que la réalité terrain et la confrontation au marché, elle est beaucoup plus brutale que, ce qu'on pense, en fait, finalement. Et c'est pour ça Ok. que, on s'est rendu compte, que le business model, en tout cas du sponsoring et de la publicité, on l'atteint qu'à un moment où on a une véritable communauté. Et quand je dis une communauté, c'est pas, des centaines de personnes, c'est pas des milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes, parce que sinon on s'intéresse pas à vous, et ça, c'est une réalité. Peu importe le sponsor, même si c'est un sponsor fait, qui parle beaucoup d'égalité des chances, qui parle beaucoup d'accompagnement scolaire, et cetera. La réalité, elle est tout autre et que, en général, les plateformes tech, dans le cadre de l'éducation, c'est vraiment des projets, qui s'inscrivent sur du long terme. Ok. Et qu'il faut prendre ça en compte et que du coup, le business model pour vivre un peu plus longtemps, il faut trouver un moyen de faire rentrer de l'argent, bah, le plus rapidement possible. Et nous, bah, on a dû pivoter pendant le confinement, sinon, bah, on allait clairement mettre la clé sous la porte avec des ateliers pour les collectivités. Et Ok. c'est là où, du coup, le numérique, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut apporter du numérique pour les collectivités qui, elles, sourcent les jeunes qui sont vraiment en difficulté scolaire, de manière, très localisée et comment est-ce que ces jeunes-là, on peut les accompagner grâce à notre outil. Donc je pense que vous aussi, c'est pareil et il faut peut-être creuser un peu plus, du coup, la partie, mais je suis pas du tout moralisateur ou quoi, je suis juste en train du coup, de partager mon expérience, Eh ben, parce merci, que merci parce que Elias. c'est une réalité, en fait, et on est déçu parce qu'on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de temps, de travail là-dedans et c'est une cause très noble et bravo du coup de la porter avec tous les autres acteurs de l'éducation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se confronte à la réalité qui est purement financière, quoi. Comment on fait pour vivre du coup et faire, flotter notre entreprise. Donc voilà pour Super. ma Merci Elias pour ton retour. Je vois juste quelques commentaires rapidement sur le côté de Jamel, justement, sur qu'il est dommage de présenter l'âge de notre cible. Alors vraiment, nous, on s'est basé sur un âge limite, on va dire, en tranche inférieure. C'était vraiment pour tout ce qui est voilà, maturité des élèves, de pouvoir utiliser ce type de réseau social. Et c'est une norme qui est relativement utilisée voilà, du côté que ce soit des réseaux sociaux qui sont déjà en place. Et c'est un âge qui nous semblait pertinent pour pouvoir justement les mettre en relation avec d'autres pairs en s'affranchissant de certaines contraintes et de certaines voilà, contraintes qu'on pourrait avoir avec des personnes de trop jeune âge. Et j'ai vu un commentaire également de Raphaël. Oui, alors la collecte des données et la réglementation RGPD et toutes les réglementations en vigueur mais, seront prises en compte, bien entendu. Euh, le but étant aussi d'être une plateforme, voilà, on a une plateforme qui est vouée à avoir un grand sens éthique et qui c'est des valeurs qu'on porte. Et du coup, au-delà du respect de ces réglementations en vigueur, il y aura vraiment un sens éthique à l'utilisation des données. Ce ne sera pas uniquement en business, ce sera vraiment avoir une valeur ajoutée dans l'amélioration du système éducatif français. Et c'est des valeurs qu'on a vraiment mis en exergue dans notre projet. Donc voilà, si Louis et Stéphanie veulent peut-être faire un tout petit retour à chaud, il Ouais. nous restera plus vraiment de temps. Et puis, on conclura ce webinaire. Merci, Elias. Justement, juste avant peut-être votre retour, en 2 secondes, par rapport à tous les participants, je sais que vous avez beaucoup de questions. Là, on n'aura pas forcément le temps de tout répondre, mais vous pourrez les poster sur l'événement. On y répondra avec plaisir. Voilà. Et, je vous donne la parole à Louis et Stéphanie. Tu veux commencer, Stéphanie? Je t'en prie. Merci. Ilias a déjà dit pas mal de choses, donc bravo. Déjà, c'est toujours, enfin, de toute façon, c'est toujours intéressant de réfléchir à des solutions pour faciliter l'apprentissage. Effectivement, alors l'apprentissage entre pairs, c'est quelque chose que moi j'ai plusieurs fois vu. Ce qui veut dire deux choses, c'est que, enfin, ce qui me fait dire deux choses, c'est que effectivement, c'est un créneau hyper intéressant, mais attention, je crois qu'il est un peu concurrentiel. Je pense à We Are Peers, Oui, qui en plus, je crois, vient de l'écurie EM Lyon, c'est exactement, oui. me semble-t-il. Voilà.
ça vaut le coup en tout cas de mutualiser, même si vous n'êtes pas forcément sur le même segment, partir quand même vraiment de l'existant. Et sinon, oui, Ilias l'a un peu dit, en fait, effectivement, le modèle économique est hyper important. Il y a des modèles qui ne passent pas quand on est sur les enfants, ou en tout cas des mineurs. Alors attention à ça. Je peux vous donner 2 exemples à suivre parce qu'ils ont justement dû jongler avec ça. C'est Classroom qui fait un espace d'échange parents, profs, élèves pour le primaire, donc des enfants très jeunes, et qui ont eu des soucis avec justement leur modèle économique qui était de faire payer les parents, ce qui a fini par être blacklisté par certaines académies ou certains inspecteurs parce qu'ils estimaient que ça allait à l'encontre pour le coup de l'égalité entre les parents, entre ceux qui avaient les moyens de payer l'appli et ceux qui n'avaient pas les moyens. Et sinon, la deuxième, c'est Nomade Éducation, qui est une appli qui, elle aussi, est gratuite pour les usagers finaux et qui a un modèle économique basé sur la data, quoi. Et je pense que ils ont forcément pensé RGPD, ils ont forcément bien réfléchi la data respectueuse, donc ça peut être intéressant. Et globalement, on est sur un petit secteur de passionnés, il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Un autre conseil que je peux donner à tous les entrepreneurs, c'est bosser ensemble, en fait, parce que, entre guillemets, il n'y a pas de quoi être 10 000, quoi. Vaut mieux travailler ensemble, prendre une partie du boulot. Je pense aussi à DigiSchool, pareil, qui est pas mal sur le créneau des jeunes, donc qui peuvent être en tout cas des partenaires intéressants. Mais en tout cas, ouais, c'est une idée hyper intéressante. Merci Louis pour ce retour. Et Stéphanie, si tu veux donner un petit mot de Oui, écoute, super projet, bravo. Et on a des points. On a beaucoup parlé de l'école et je rejoins Louis tout à l'heure qui disait que on était l'éducation EdTech, on parlait beaucoup de l'école. Moi, pour ma part, je suis pas sur la EdTech école, je suis sur la EdTech et HRTech liée aux entreprises. Parce que, encore une fois, dans la notion de reformer en fait tous les collaborateurs, c'est un des enjeux majeurs de ce siècle. Et là où on partage des points communs, donc chez WeImpact.World, c'est le fait que la plateforme qu'on va lancer, qui n'est pas encore live, se base, on est en train de construire ce qu'on a appelé le méga brain, donc le méga cerveau. L'idée est basée sur du peer knowledge, la notion de partage d'expériences et de solutions en vue de résoudre des problématiques liées à les solutions et l'intégration de solutions sustainable, donc qui répondent aux objectifs de développement durable de l'ONU dans les entreprises. Comment accélérer la transformation durable et digitale des entreprises en se basant sur de l'apprentissage partagé. Et je crois que ça commence dès le plus jeune âge et c'est ce que vous allez faire. Donc, tout ça est très complémentaire et totalement cohérent. Merci en tout cas pour vos retours. Et du coup, je pense qu'il va être le moment de conclure. On a un tout petit peu dépassé le temps, mais bon, je ne vous en voudrais pas. Vous allez pouvoir partir manger puis profiter de votre week-end. Oui. Si tu me permets juste, Théo, ce que tu me proposais tout à l'heure de présenter en très rapidement, parce qu'on voulait vous montrer, c'est ce qu'on a fait là pour le projet. On a lancé une plateforme de crowdfunding, justement, sur Ulule. Et c'est ce qu'on vous annonce à tous là actuellement. On va la mettre sur l'événement aussi. Je découvre en même temps, j'ai lancé ce matin là, à 9h30 qu'on a déjà une participation. C'est cool. Et voilà, donc pas perdre plus de temps. Là, le QR code, ça vous mener vers ça. Et là-dessus, et vous en apprendrez plus sur le projet. Ouais. En tout cas, voilà, je vais conclure. Donc, j'aimerais vraiment remercier nos guests pour leur participation qui était plus qu'intéressante, le partage d'expérience et l'éclairage sur toutes les questions qu'on pouvait avoir. Donc, merci à vous trois pour votre temps. C'était super. Ensuite, remercier mes camarades qui m'ont aidé à organiser le webinaire. Donc, on n'était pas que deux, que Anas et moi, mais il y en a certains dans l'ombre. Donc, merci d'avoir travaillé sur ce webinaire et puis ceux qui travaillent aussi également sur le projet.
Remercier aussi qui est dans l'ombre, c'est notre porteur de projet, donc Julien Cassis, donc, qui s'est appliqué à 200%. Donc, je sais que tu me regardes, donc merci à toi. Et puis, merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont pris de leur temps pour venir se cultiver ce matin et en apprendre plus sur le monde hyper intéressant et prometteur de la tech et sur ces problématiques du numérique et de l'éducation. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à solliciter Anas et à solliciter nos guests sur les réseaux, les suivre. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'on est tous très ouverts à discuter sur le sujet parce qu'on est, je pense, tous véritablement passionnés et d'autant plus nos guests. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie à tous. Et puis, je vous souhaite un agréable week-end. Si il fait encore beau, en tout cas, dans certaines parties de la France, donc profitez bien. Et puis, merci encore. Merci à Pareil, tous. au revoir. Au revoir. Week-end. Merci, au revoir.